La parole est à Monsieur Pascal de Quillem pour 10 minutes du groupe SRC. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Oui, donc dans le prolongement de la loi LRU et bien sûr à la suite des rapporteurs, des sénateurs rapporteurs Anneau et Dupont, nous examinons en urgence, mais c'est toujours en urgence qu'on examine les textes liés à l'université, dans une indifférence d'ailleurs assez convenue finalement, et en commission et ce soir, nous examinons un texte qui a une portée qui est somme toute loin d'être négligeable. C'est aussi d'ailleurs sans doute un texte d'opportunité, nous le verrons dans mon développement, en même temps un texte fourre-tout, enfin, il faut bien le reconnaître. S'il y aura une discussion s'installe sur l'article 3, c'est vraiment parce que c'est un texte fourre-tout, puisqu'il traite à la fois d'immobilier, de cavalier, oui, tout à fait. Il traite d'immobilier, il traite de délivrance de diplômes, de recrutement de responsables de biologie dans les centres hospitaliers universitaires. Donc, texte d'université parce que, effectivement, Madame la Ministre, ce texte, cette proposition de loi, intervient à un moment où le gouvernement, ou vous-même, vous êtes engagé sur la voie d'une restructuration profonde, il faut bien le dire, du service public d'enseignement supérieur et de la recherche. L'objectif avoué, c'est l'assouplissement du cadre juridique qui régit le patrimoine immobilier universitaire dans le but d'en faciliter la réhabilitation et de voir des constructions nouvelles. En réalité, il faut bien le souligner, cette PPL marque un changement de cap profond à travers le renforcement des attributions des presses, des attributions qui sont données aux presses, au pôle de recherche et d'enseignement supérieur, sans d'ailleurs qu'il n'y ait jamais eu un bilan d'étape depuis 2006 concernant les presses. Votre volonté, Madame la Ministre, est bien donc sans doute de faire le tri entre établissements. On le voit, pour vous les concentrer, l'essentiel des moyens et les meilleures formations dans un nombre très réduit de pôles d'excellence. Naturellement, et nous sommes d'accord avec vous, il est important pour notre pays d'avoir des campus d'excellence. Nous y sommes très favorables, et pas d'ailleurs seulement au regard d'un classement modèle. Nous militons, nous aussi, pour une réforme universitaire, mais dans le respect des spécificités de l'université française. Nous considérons donc que cette méthode n'est pas la bonne. Un transfert en accéléré ne peut se faire au détriment des universités, qui n'auront d'ailleurs pour beaucoup pas les moyens suffisants pour gérer ce transfert-là. Il ne peut pas non plus consacrer de fait un système donc déjà très inégalitaire entre établissements. Réformer l'université pour lutter contre l'échec dans l'université, d'accord, mais agissons en priorité sur le sous-encadrement, agissons en priorité sur le sous-financement. Les premières urgences sont celles-ci. La conséquence, c'est donc qu'une grande majorité d'établissements de second rang, ceux qui ne se sentiront pas forcément concernés, devront se contenter, in fine, de financements en baisse et donc sans doute être amenés à limiter leurs activités liées aux formations peut-être de premier niveau, de niveau licence. Donc perdre la recherche à terme. À cet effet, donc, les deux premiers articles, à la fois l'immobilier, mais aussi les diplômes, les deux premiers articles de cette PPL qui confortent les presses, qui sont porteurs de la plupart des opérations du plan campus, comme opérateurs privilégiés, bien entendu, ça pose question. Ça pose question, tout d'abord, du point de vue, et j'en viens à l'article 1, des activités immobilières, et donc cette accélération du processus de transfert pour les établissements qui en feront la demande, bien entendu. D'ailleurs, nous savons que peu d'universités ont demandé le transfert de propriété, et à l'évidence, cette accélération dans la possibilité donnée aux établissements de confier des droits à des tiers, confier des droits réels à des tiers sur le patrimoine immobilier des établissements d'enseignement supérieur, est à notre sens, puisqu'on l'accélère, un signe supplémentaire du désengagement de l'État vis-à-vis du service public de l'enseignement supérieur. Bien sûr, vous précisez que cette dévolution ne se fait n'est que facultative, mais en même temps, le fait de permettre aux presses, donc un organisme supra-universitaire, de disposer du patrimoine immobilier des universités, avant même que celle-ci ait pu en demander la dévolution, est-ce que ça n'est pas doter le presse d'une capacité de pression sur des établissements qu'il réunit? À court terme, les universités vont
naturellement voir échapper leur voir échapper tout contrôle sur le patrimoine, puisque ce contrôle, cette fonction-là sera dévolue aux presses, qui d'ailleurs lui-même aura dévolu ses droits réels, c'est-à-dire l'exploitation à des partenaires privés. À notre sens, cette urgence ne s'impose pas. Nous pensons qu'il y aurait un préalable nécessaire. Un préalable, ça serait d'abord une remise à niveau du patrimoine universitaire, et nous savons dans quel état il se trouve, et donc un effort financier nécessaire en ce sens, en particulier en matière de sécurité. D'ailleurs, c'est une obligation qui s'impose à nous, qui s'impose à vous, Madame la Ministre. Et bien entendu, nous ne connaissons pas, personne ici n'est en mesure, n'est en capacité de déterminer l'état du besoin aujourd'hui. Donc ce n'est pas la voie qui a été choisie. Si on regarde les crédits du PLF 2011, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les crédits, malheureusement, sont en baisse. Donc comment effectuer ce rattrapage? Je soulignerai très rapidement, quand même, qu'il y a un risque évident de renforcement des inégalités entre les territoires. La question du financement revêt une importance particulière et peut-être sera adoptée dans le débat, dans les conditions du transfert. Comment seront concernées les collectivités territoriales et comment vont-elles être interrogées sur ces questions de transfert? Au demeurant, donc, présenter la dévolution des droits réels à des tiers comme indispensable à la mise en œuvre de PPP ne tient pas si l'on considère que des opérations ont déjà pu être conduites sans transfert de droits. Donc, Madame la Ministre, peut-on, oui ou non aujourd'hui, conduire dans le régime actuel de la propriété immobilière des établissements d'enseignement supérieur, en partenariat public-public ou public-privé, des opérations de construction et de réhabilitation? C'est une question que je vous adresse, Madame la Ministre, parce que je n'ai pas trouvé les réponses. Si oui, si c'est possible, y aurait-il donc un autre... Y aurait-il donc un autre objectif sous-jacent à cette incitation au transfert et à cette promotion de PPP, nouvelle formule, les PPP que l'on dit intelligents? Souhaite-t-on par là même offrir davantage à des partenaires qui forcément espèrent un retour sur investissement? Et on sait très bien que les objectifs, l'appétit de rentabilité ne cadrent pas nécessairement avec l'accomplissement des missions de service public qui sont celles de l'enseignement supérieur. Notre intention n'est pas de stigmatiser, bien entendu, les coopérations qui peuvent s'établir entre le public et le privé, qui peuvent avoir des côtés positifs, mais de pointer simplement quelques facteurs de risque. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. La Cour des comptes, me semble-t-il, l'a fait en émettant quelques réserves sur des partenariats. Vous le voyez, nous nous posons des questions, et tout comme nos collègues sénateurs, nous aurions préféré qu'un bilan soit établi, bien entendu, après le vote de la loi LRU. En même temps que nous avons les mêmes inquiétudes sur le risque supplémentaire, même si ce texte n'est pas directement lié, que fait courir cette concentration sur les petits établissements universitaires, les petites antennes, qui participent, bien sûr, vous le savez, à l'aménagement du territoire. Ce risque est renforcé, me semble-t-il, d'ailleurs, par le second article, dont mes collègues en parleront plus précisément, qui donne aux presses la possibilité de délivrer, comme les établissements aujourd'hui, des diplômes nationaux lorsqu'ils sont constitués en établissements publics de coopération scientifique. Aux presses, la délivrance des diplômes nationaux, et aux petites universités, la délivrance de quel diplôme, à quelle valeur, avec quelle valeur nationale? Oui, le risque de fracture dans l'université, me semble-t-il, est bien réel. Nous sommes favorables à la coopération universitaire, nous l'avons dit à de nombreuses reprises, mais il nous semble que le monopole de délivrance des diplômes nationaux par les universités publiques est tout de même un gage d'égalité républicaine. Avec l'article 2 de votre texte, nombre d'établissements privés, dès lors qu'ils sont rattachés à un presse, pourront délivrer des diplômes comme les établissements publics sans être soumis aux mêmes obligations que les établissements publics. En cela, vous instaurez donc, Madame la Ministre, avec cette proposition, et les collègues de la majorité installent donc une concurrence déloyale entre établissements qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Je ne reviendrai pas sur les renforcements des équilibres territoriaux qui seront sans doute les prolongements de cette proposition de loi, simplement du fait que ces établissements sur les territoires seront rendus moins attractifs que les pôles d'excellence, forcément. L'université à deux vitesses, elle est en place, elle est en marche et nous la renforçons. Alors il y avait un troisième tiroir dans cette proposition de loi. Le troisième tiroir, il a été refermé par les sénateurs le 17 novembre. Il a d'ailleurs, je suis d'accord en cela avec Madame la rapporteure, il n'avait aucune raison d'être là.
Il n'a aucune légitimité pour revenir dans cet hémicycle ce soir, sinon pour satisfaire, tout à fait, il n'a aucune légitimité, mais nous en discuterons tout à l'heure, sinon pour satisfaire quelques doyens de médecine. Notre collègue Jardé donnera une autre justification. À l'évidence, l'article qu'il contenait avait pour but de permettre à des personnes non qualifiées en biologie médicale d'en pratiquer l'exercice en CHU. Cette disposition, si elle était adoptée, ce que je ne pense pas, serait en totale contradiction avec la réforme de la biologie médicale voulue par le gouvernement dans le cadre de la loi HPST. Oui, mais écoutez, laissez-moi terminer, on en discutera au moment de la discussion sur l'article 3. Depuis la réforme, les actes de biologie médicale sont reconnus comme de véritables actes médicaux avec les prérogatives, les responsabilités et les pré-responsabilités qui sont les leurs. Ça a été confirmé par l'ordonnance de janvier 2010 qui ont acté le fait que le biologiste médical doit avoir bénéficié de la formation nécessaire à cette spécialité, quel que soit le lieu d'exercice, y compris les hôpitaux universitaires. Il faut conclure, cher collègue. Je conclus, donc je saute sur l'aspect sécurité sanitaire et santé publique. En conséquence, parce que nous ne souhaitons pas, d'une part, valider la désaffection de l'État à l'égard de ses obligations de propriétaire, et d'autre part, faire des presses l'acteur central de l'enseignement supérieur en lieu et place des universités, le groupe SRC votera contre cette PPL. Je vous remercie.